Je vais encourir bien des reproches. Mais je n'y peux rien. Est-ce ma faute à moi si j'avais 12 ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre? C'est un enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. 4 ans de grandes vacances. Nous habitions au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie avec les filles. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédules, me paraissent à moi aussi réels que le fromage au chat, malgré la cloche de veille. Pourtant, la cloche existe. Et la cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont les maîtres qui la cassent, et s'y coupent les mains. Ma mère me jugeait trop jeune pour aller au lycée Henri IV. Dans mon esprit, cela voulait dire trop jeune pour prendre le train. Je suis donc resté 2 ans à la maison. J'y travaillais, seul. Je me promenais souvent seul au bord de la Marne. Je lisais des heures couché dans le bateau de mon père. Entre 1913 et 1914, je lisais plus de 200 livres. Les vacances approchaient. Je m'en souciais peu, puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Alors vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent soudain d'autres chats à fouetter. Et le chat s'en réjouit. J'allais chaque jour à la gare voir passer les trains militaires. Nous lancions des fleurs aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge. Tout cela me laisse un souvenir de feux d'artifice. Jamais tant de vin gaspillé et de fleurs mortes. Mes frères et sœurs commençaient à en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Ils rêvaient d'un voyage à bicyclette jusqu'à la mer. Et une mer plus loin, plus jolie qu'à l'habitude. Ils auraient brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir de vacances au bord de mer. L'égoïsme des enfants est-il au fond si différent du nôtre? C'est par un dimanche d'avril 1917 que je fis la connaissance de Marthe Grangier. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marchepied du wagon. Bonjour, je suis François. Bonjour, je suis Marthe. Vous ressemblez peu à madame votre mère. On me le dit quelquefois, mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. Donnez-moi votre carton à dessin. Madame votre mère me fait la surprise d'exposer mes aquarelles dans l'exposition de charité.
Vous êtes peintre, hein? Vous sentez la bonne élève du cours de dessin, tirant la langue et léchant les pinceaux. Oh, vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses, vous irez mieux. Oh, pardon. Vous pourrez le demander à maman. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais en retard et je craignais de manquer le train. D'ailleurs, je n'ai pas l'intention d'ôter mon chapeau. Vous êtes fière? Comme une femme dans un poème de Baudelaire. Baudelaire, oui! Oh, j'aime Baudelaire! Et Verlaine aussi, mais mon fiancé me défend de lire Les Fleurs du Mal. Vous êtes fiancée? Oui, il est soldat sur le front. Oh, je me réjouis de savoir que vous désobéissiez à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Demain, je vous apporterai mon livre préféré, Une saison en enfer de Rimbaud. Encore un livre qui va plaire à mon fiancé. Vous avez soif? Oui, je voudrais un grand verre de grenadine. Et vous? Comme vous, un grand verre de grenadine. Venez, passons par ici. Et nos parents, ils risquent de nous attendre et s'ennuyer un peu. Marthe, le bonheur est égoïste. Marthe, nous venons de passer une terrible semaine. D'ailleurs, depuis notre départ, il me semble qu'il n'y a plus ni nuit, ni jour. C'est la même journée qui se prolonge à travers la lumière et l'ombre, parmi les marches forcées et les combats, parmi les souffrances physiques et morales. La réalité de la guerre dépasse notre imagination. Et cela me paralyse de t'écrire. La guerre est comme la fièvre typhoïde. Il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe à tous de rappeler que le moment n'est plus de regarder en arrière. Dans les circonstances actuelles, Marthe, aucune défaillance ne peut être tolérée. Je suis installé dans un wagon à bestiaux, couché sur un peu de paille, et le train part lentement, au milieu de la foule qui pleure. Je t'aime et je t'embrasse. Bonjour François. Oh. Bonjour Marthe. Ah, je voulais vous remercier pour le livre et les journaux. Je n'ai pas pu vous recevoir, mon fiancé ayant eu une permission 15 jours plus tôt qu'il ne pensait. Je dînais chez mes futurs beaux-parents.
Que faites-vous aujourd'hui à Paris? Je vais faire les magasins, choisir des choses en vue de mon mariage. Vous semblez fâché? Accompagnez-moi jusqu'à Henri IV. Ça, c'est une idée. Oh, l'année prochaine, au lycée, vous aurez certainement mon beau-père. Il est professeur de géographie. Ah oui, c'est drôle. Je ne veux pas que vous me parliez de mes études. Vous ressemblez à votre mère. Il est déjà 9 heures. Je renonce au lycée. Regardez, j'ai beaucoup d'argent. Hier, j'ai vendu ma collection de timbres-poste les plus rares à la bourse qui se tient derrière le Guignol du Luxembourg. Nous n'allons pas rester là, immobiles. Venez. C'est peut-être ça, le bonheur. Accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidé à ne pas aller en classe. Bonne idée. Je l'accompagnais dans plusieurs magasins de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas. Le rose surtout, c'était sa couleur préférée. Après les premières victoires, il me fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeunât pas chez ses beaux-parents. Marthe rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. Je tenais mon prétexte. Merci pour la rose. Et je vous promets d'en faire une aquarelle pour le souvenir de mon premier bar américain. Vous avez une photographie de votre fiancé? Tenez. Il est beau. Il est très beau. Accompagnez-moi dans les magasins. C'est le motif de mon voyage à Paris. Mon fiancé s'en est remis à moi pour la chambre à coucher. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre à coucher pour elle et un autre. J'entrevis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. Mon fiancé aime le Louis XV. Moi, je verse dans le japonais. Quel mauvais goût! Lui qui voulait une chambre rose. Au moins, laissons-lui le papier pas rose. Laissons-lui. Marthe, des murs roses gâcheraient les meubles simples que vous avez choisis. Peignez donc les murs de votre chambre à la chaux. Vous avez raison. Jacques s'habituera bien à cette chambre. C'était le coup de grâce. À la fin de cette journée, je me félicitais du pas que j'avais fait. J'étais parvenu à transformer meuble à meuble ce mariage d'amour en un mariage de raison. Je pensais à leur nuit de noces dans cette chambre, dans ma chambre.
Ma chère Marthe, j'ai enfin reçu ta lettre du 20 et je m'empresse d'y répondre pour te dire que je suis encore en bonne santé. Je suis heureux de t'en savoir de même. Tu me dis que tu es contente de tes achats en vue de notre mariage. Le soir arrive. Le soleil se couche. Tout devient beau. Le ciel, les arbres, les collines de notre beau pays de France. Demain matin, nous reprenons la route. Un nouveau régiment vient nous remplacer sur les positions. Le capitaine de ma section m'a promis une permission de 12 jours pour notre mariage. J'espère recevoir bientôt de tes nouvelles. Je t'aime. Ton Jacques. Le mot d'absence. Procédé trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe n'était que le prétexte de mon école buissonnière. La liberté me devint vite une drogue. Pour le malheur de mon ami René, je lui avais fait partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé d'Henri IV, je crus l'être moi-même. Eh bien, que comptes-tu faire maintenant? Ce que tu m'ordonneras de faire? Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu voulais. Continue. Dans la jeunesse, on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. Tu vois, François, je ne te demande même pas de larmes. Je voudrais apprendre la peinture et le dessin. Je n'ai jamais osé le dire. Je ne dis pas non, à condition que tu continues chez nous ce que tu aurais appris au lycée, mais avec la liberté de peindre et de dessiner. Mais une chose m'étonne. Nous sommes début juillet et la lettre du censeur n'est pas arrivée. En réalité, cette lettre n'existe pas, papa. Je me croyais renvoyé du lycée. Je me suis trompé. J'avoue, François, ne rien comprendre. Es-tu malade? Laisse-moi, papa. Je t'en prie. Je ne comprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas me voir? Sans doute avez-vous oublié que vous avez choisi mes meubles. Marthe Lacombe. C'est son nouveau nom. Marthe Lacombe.
j'ai fait un feu de bois d'olivier dans la cheminée. Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier? Ce sont mes beaux-parents qui ont fait venir pour moi une provision de leur propriété du Midi. Vous avez bien fait. Moi, le feu me ravit. J'aime me sentir brûlante d'un côté pour me retourner de l'autre. Venez vous asseoir près du feu. Vous semblez vous ennuyer. Veux-tu que je me noie avec toi? Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. Vous vous êtes moqué de moi. Je ne veux plus vous voir. Tu ne comprends pas que si je te demande de partir, c'est que je t'aime. Oui, je sais. Je sais que tu as un mari à la guerre. Mais avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en. Bientôt tu m'auras oublié. Je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce qu'il nous est interdit de nous aimer. Je suis déjà trop vieille. Bonsoir. C'est à cette heure que tu rentres. Ta mère est en souci. C'est la première fois. Allez, va rejoindre tes frères et sœurs. Nous sommes tous passés à table. Nous étions inquiets de ton retard. Je me suis mis en retard à cause du train. Ah oui. Le train. Marthe est à moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Je peux toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je mords sa peau nue pour que sa mère la soupçonne d'avoir un amant. Je voudrais pouvoir y marquer mes initiales comme un tatouage, pour que tout le monde le sache.
voudrais embrasser ses seins. Je ne lui demande pas. Elle me les offrira elle-même, comme ses lèvres. Je n'envisage pas d'autres délices. Qui avait une permission. Tu es tout mouillé, ta figure. Le panier, c'est ma mère. J'ai dit à mes parents que demain matin, je partais à l'aube faire une promenade dans la forêt de Sénart avec mon ami René. Je suis consterné. Ce panier détruit tout le romanesque et le sublime de ma visite. Viens te sécher. Déshabille-toi. Je vais te donner la robe de chambre de Jacques. Tu vas prendre froid. Ma chère femme, comment décrire? Quel mot prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figés dans le silence et la mort. Le pont sur la Marne est écroulé. Je n'oublierai jamais. C'est la ruine des choses. C'est le saccage abominable des familles. C'est le pillage des maisons. Au moment où je t'écris ces quelques lignes, j'oublie les centaines de figures grimaçantes de douleur autour de moi. Je pense à notre maison, à notre chambre, à toi. Embrasse ta mère. Demande-lui de prier pour moi et mes camarades. Je t'embrasse de grand cœur. Je te recommande à Dieu et à la Sainte Vierge. Ton mari qui t'aime. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur.
Pleurons ensemble de n'être que des enfants disposant de peu. Déjà, nous envisagions la fin de la guerre qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra. Je ne suis pas d'une nature portée à la révolte. Je n'imaginais pas cette folle rupture. J'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe le jour où sa jeunesse fanerait et que s'épanouirait la mienne. Mon amour me parut avoir atteint sa forme définitive. Il aidait à l'état d'ébauche. Mes transes me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel. Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie, et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils s'innovent. Et là, le sommeil nous surprit dans notre nudité. Pourvu que ce soit son mari, et qu'il ait une arme. Moi qui avais si peur de la mort, j'aurais accepté qu'il nous tuât tous les deux. Toute autre solution me semblait ridicule. Tais-toi, ne bouge pas. C'est peut-être ma mère. J'avais complètement oublié qu'elle passerait après la messe. Je n'ai pas le temps de me croire un héros. Envisager la mort ne compte que si nous l'envisageons seul. La mort à deux n'est plus déjà la même mort. Lorsqu'un amour est notre vie, quelle différence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble? L'amour, qui est l'égoïsme à deux, sacrifie tout et vit de mensonges. Je t'en supplie, François. N'abîme pas notre premier jour de bonheur. Il faut que tu m'aimes bien un peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur. Bientôt, tu me prendras en horreur. Dans 8 jours, tu pourras me tromper avec ton mari. Mais que t'ai-je donc fait qui te rende aussi méchant? Marthe, pardonne-moi. Je ne pense pas à ce que je dis. J'éprouve seulement le besoin de le dire. Je ne sais pas pourquoi. Alors tu as atteint l'âge ingrat? Oublie ce que je viens de te dire. Voici 2 lettres de Jacques. Fais-en ce que tu veux. Non, Marthe, lis ces lettres. Elles sont pour toi. Tiens. Je déteste tes bravades. Donne-moi la seconde lettre. Le ciel, Marthe, nous récompense de ne pas avoir déchiré la lettre. Jacques t'y annonce que les permissions viennent d'être suspendues dans son secteur. Il ne viendra pas avant 1 mois. Son mari commençait à me gêner plus que s'il avait été là. Une lettre de lui prenait soudain l'importance d'un spectre. Vers 5 heures, nous sommes allés nous promener au bord de l'eau. Ce premier dimanche de soleil fait pousser les promeneurs à chapeau de paille comme la pluie les champignons. Oh, bonjour madame. Ma voisine qui n'ose pas me dire bonjour. Merci François. Merci de courir tant de risques. Il y a des moments
Des yeux ne peuvent mentir. Je ne craignais pas le grotesque. Nous marchions sans nous rendre compte de l'indécence de notre tenue. Nos corps collés l'un contre l'autre. Alors François, et ces promenades en forêt? Une journée délicieuse, papa. Et le soleil était heureusement au rendez-vous. La forêt était très agréable et fraîche. Et les fougères, 2 fois plus hautes que moi. Nous avons déjeuné avec mon camarade René à Brunois. À propos de René, ton camarade René est venu cet après-midi, à 4 heures, très étonné en apprenant qu'il faisait une grande promenade avec toi en forêt. Tu remarqueras, François, que je ne te reproche rien. J'ai, comme tu dirais, le triomphe modeste. Vois-tu, je suis content de te savoir amoureux. Mais ta mère et moi, nous espérons que tu ne tombes pas dans les mains d'une mauvaise femme. Je suis content si tu es aimé par une brave fille. Nous nous étonnons, ta mère et moi, que Marthe puisse se compromettre avec un gamin de ton âge. Bien sûr, pour ta mère, qui est très jalouse, Marthe est très antipathique. Elle te croit perdu par une folle. Je te rappelle qu'ici, en banlieue de Paris, nous devons tenir un rang. Donc, sois discret et garde le silence sur toute cette affaire. Je passais toutes mes nuits chez Marthe. J'arrivais à 10h30 et j'en repartais à 5 ou 6. Je ne faisais plus le mur, je me contentais d'ouvrir la porte à clé. Le mari était enfin en permission. 11 jours. Je fis jurer à Marthe de m'écrire chaque jour. J'attendis 3 jours avant de me rendre à la poste restante pour être sûr d'y trouver une lettre. L'usage de la poste restante n'étant permis qu'à partir de 18 ans, j'obtins faute de mieux qu'on envoyât les lettres chez mes parents. Décidément, j'avais encore à faire pour devenir un homme. Je profitais de ces loisirs pour de nouveau me rendre à l'académie de dessin. Depuis, je dessinais mes nus d'après Marthe. Au bout de quelques jours, je commençais à m'endormir sur l'amour de Marthe. Ce qui me tourmentait le plus, c'était le jeûne infligé à mes sens. Mon énervement était celui d'un pianiste sans piano, d'un fumeur sans cigarette. Je me félicitais de mon silence. Marthe désespérait Jacques. Tous ignoraient notre liaison. Ses parents, Jacques, les propriétaires du rez-de-chaussée de la maison, n'osant rien dire, par respect pour l'uniforme.
Les tranchées de première ligne sont en face de nous. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective d'être troué par la mitraille. La dernière explosion de mine a fait un trou de 25 mètres de profondeur. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans le rayon. Les Boches sont partout, jusque sur nos lignes. Je porte à mon doigt la bague d'un soldat allemand que j'ai tué hier à la baïonnette. Sur sa bague est inscrit le nom d'une jeune femme allemande. C'est une jolie bague. Parfaitement ciselée. La guerre est une horreur. Je ne me suis jamais senti aussi sale. Je t'embrasse. Ton mari. Jacques, aujourd'hui, est reparti sur le front. Je fus pris de panique en relisant sa dernière lettre. Il disait combien, s'il n'avait plus l'amour de Marthe, il lui serait facile de se faire tuer. Je me vis responsable d'une mort, oubliant que je l'avais souhaitée. Je devenais plus incompréhensible et plus injuste chaque jour. C'est moi qui dictais à Marthe les seules lettres tendres qu'il n'en ait jamais reçues. Écoute bien, François. Je veux bien fermer les yeux. À la seule condition que ni tes frères, ni les domestiques n'apprennent ton aventure avec Marthe Grangier. Je peux tout supporter, François, sauf ta partie. Rien n'absorbe plus que l'amour. Quand on est amoureux, on paresse. Le soir, vers 11 h, je me promenais avec Marthe. Je détachais le canot de mon père. Marthe ramait. Moi, étendu, j'appuyais ma tête sur ses genoux. Nous amarrions le canot derrière les hautes touffes. La crainte d'être visible ou de chavirer me rendait nos ébats 1000 fois plus voluptueux. Couché auprès d'elle, l'envie qui me prenait d'une seconde à l'autre d'être couché seul me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune. François, voici une lettre qui m'apprend que Jacques est très malade. On l'évacue à l'hôpital de Bourges. Il me supplie de quitter son train sur le quai de gare. Que dois-je faire, François? Les propriétaires ne me parlent plus. Personne ne me salue. Je devine la haine du pâtissier et de la crémière. Ce matin, ton père, un peu gêné, détourna la tête pour ne pas avoir à me dire bonjour. Je m'en moque. Le bonheur ne réside pas dans la considération. Que dois-je faire, François? J'attends tes ordres. L'amour donnait à Marthe une nature d'esclave. Marthe, puis-je t'empêcher d'apercevoir ton mari pendant quelques secondes? J'ai du respect pour tes devoirs envers Jacques malade. Ton
cœur a bien changé, François. As-tu encore de l'amour pour moi? Pour une fois que je ne mens pas. Nos parties d'échecs amoureux sont épuisantes, Marthe. Silence ne nous réussit pas. Il faut que tu partes à Bourges, rejoindre ton mari. J'irai. Si tu m'accompagnes. C'est trop pousser l'inconscience. Tu es comme un enfant, tu demandes la lune. C'est immoral. Je ne peux pas t'accompagner. Permets-moi du moins de ne pas y aller. Je te trouverai des motifs qui t'innocenteront aux yeux de ton mari, si tu le veux. Je commençais à façonner Marthe à mon image. Je détruisais sciemment notre bonheur. Marthe, depuis quelques jours, semblait distraite avec tristesse. J'aurais pu m'expliquer sa préoccupation par l'approche du 15 juillet, date à laquelle il lui faudrait rejoindre Jacques en convalescence et sa famille sur une plage de la Manche. Je l'accusais de ne plus m'aimer parce qu'elle se taisait. En fait, Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte. Cet enfant signifie pour moi que Dieu récompense notre amour et ne punit aucun crime. Te rends-tu compte, Marthe, que cet enfant entrave notre jeunesse? Je ne veux pas être responsable de son existence dramatique. Je suis incapable de la vivre moi-même. Maintenant, quand je posais ma bouche sur le ventre de Marthe, ce n'était plus elle que j'embrassais. C'était mon enfant. Marthe n'était plus ma maîtresse, mais une mère. Marthe se refusera certainement à Jacques durant leur séjour sur la Manche. Tout mon échafaudage de date se compliquait. La date de l'accouchement ne laisserait aucun doute sur nos relations. Nous avons du temps devant nous. Ses parents redouteront le scandale, l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle. Marthe partit le 12 juillet à 7 h du matin. Tu dormais. Je n'ai pas osé te réveiller. Il ne nous reste qu'une demi-heure avant le départ du train. Je te laisse la clé de l'appartement. Tu viendras, n'est-ce pas? Tu penseras à moi? Tu m'écriras sur la table?
Au revoir, Marthe. Yaha! 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 Où étais-tu encore, François? Cette nuit, ta mère était malade. Nous avons envoyé la femme de chambre te réveiller pour que tu ailles chercher un médecin. Ton absence est donc devenue officielle aux yeux des domestiques. Je t'interdis désormais de sortir après le dîner. Merci, papa. J'attendais maintenant le facteur. C'était ma vie. Je déchirais les enveloppes avec beaucoup de hâte. Un jour, impatienté par ma faiblesse, photographie de Marthe qu'elle contenait. J'avais déchiré ce visage. J'ai vu un avertissement du ciel. François, mon amour, je vais bien malgré mon état. Un spécialiste m'a recommandé les bains de mer. Je te défends qu'un autre que moi puisse te voir nu. François, tu es un enfant. Rien ne me fait plus peur que les jeunes hommes sur la plage. Ils sont plus beaux, plus élégants que moi. Jacques la protégerait contre eux. François, j'insiste pour que tu restes à la maison. Écris-moi sur notre table. Je n'ai jamais eu l'instinct de pèlerinage. Ces devoirs ennuyeux localisent l'amour. Ne peut-on penser à sa maîtresse ailleurs que dans certaines chambres? Avant-hier, j'ai rencontré dans le train l'amie suédoise de Marthe. Je lui ai proposé de venir en cachette. Je lui ai caché l'absence de Marthe. Elle portait au cou une croix or et bleue qui pendait sur une robe très laide que je réinventais à mon goût. Elle tira de son sac une photographie de sa sœur jumelle, une fille blonde, à cheval, entièrement nue. Je devins sans doute écarlate. Je me suis mordu les lèvres pour calmer mon envie de l'embrasser. François, je m'ennuie de toi. Je t'imagine seul dans notre chambre et j'ai envie de toi. Pense à moi comme je pense à toi. Je t'aime, Marthe. J'étais naïf de penser que je bénéficierais d'un viol facile. Je commençais par ôter ses bas. Et quand j'ai voulu dégrafer son corsage, la Suédoise se débattit comme un enfant qui ne veut pas aller se coucher. Il fallut que je lui dise, ma supercherie, que Marthe était en voyage. François, je t'envoie cette lettre. Elle contient un mot du propriétaire de l'appartement me rappelant que la maison n'est pas une maison de rendez-vous. Quel usage fais-tu de la clé? Tu as amené une jeune femme blonde, me dit-il. J'ai une preuve de ta traîtrise, je ne veux plus te revoir. Je souffre, mais je préfère souffrir que d'être lâchement trompé. Ces menaces sont anodines. Il suffira d'un mensonge de plus, voilà tout. Je suis très vexé que Marthe ne parle pas de suicide. Et tu vois, Marthe, tu as moins de confiance en moi qu'en ton propriétaire. Ne vois-tu pas que tout cela est une manœuvre de mauvais voisins? En effet, ton amie suédoise est venue te voir un jour où je t'écrivais chez toi, j'ai ouvert, et je peux t'assurer que l'amitié de ton ami t'est demeurée intacte.
François, je rentre. Viens me rejoindre dans la maison de mes parents qui prolongent leurs vacances ici. Nous serons seuls, libres et heureux. Marthe, ma chérie, j'ai bien reçu hier ton colis avec les oranges, le miel et le chocolat. J'ai mangé tous les biscuits avec les camarades. Tu remercieras pour moi tes parents pour le chapelet en bois d'olivier. Si tu savais combien la saison est longue ici, comme on est seul, même au milieu des camarades. Ce matin encore, de nombreux soldats sont évacués. Malheureusement pour moi, je ne suis pas blessé.